Bonjour et bienvenue dans Terre d'asphalte. Au sommaire de ce 19e numéro, nous prendrons le volant d'une citadine électrique avec la Smart Electric Drive en région parisienne. Nous nous rendrons ensuite dans le bassin d'Arcachon pour essayer la nouvelle Chief Vintage qui marque le grand retour d'Indian. Et nous découvrirons enfin les premières lignes et astuces du nouveau Nissan Qashqai avant de revenir sur l'innovation de l'année à moto, le contrôle de trajectoire. Allez en route! Chez Smart, l'heure est venue de diffuser largement la motorisation électrique en misant tout simplement sur l'agrément d'une Smart. Le plus souvent, encore aujourd'hui, en dehors de quelques rares autos, la motorisation électrique est synonyme d'un confort et d'un agrément au rabais face aux modèles équivalents à motorisation thermique. Chez Smart, ce n'est pas le cas, puisque la Smart Electric Drive, lancée en fin d'année 2012, propose tout ce dont disposent ses sœurs à moteur essence ou diesel. Seuls quelques détails trahissent la motorisation électrique qui anime notre citadine. Sa ligne est strictement identique, mais il est vrai que notre coloris blanc et vert ne passe pas particulièrement inaperçu. Disponible en deux carrosseries, coupé ou cabriolet comme la nôtre, une découvrable qui vise de rouler sans bruit, cheveux au vent ou presque. On retrouve donc à l'avant les mêmes optiques, le même capot et le même bouclier. En dehors du verre de la coque des rétroviseurs, de face, notre Smart électrique est une Smart comme une autre, si on opte pour un coloris classique. L'arrière est par contre légèrement différent, même si là aussi les feux et traits sont identiques. Si on a l'œil, on note par exemple les petites aérations sur l'aile gauche et le long du seuil de chargement à la base du haillon pour aérer les batteries. En effet, sous le plancher du coffre se dissimule toute la technologie qui fait que notre Smart carbure aux électrons. La batterie lithium-ion est placée sous les sièges. Le câble qui sert à la recharger est rangé dans le haillon inférieur. Nous l'avions sorti de son rangement le temps de faire l'exercice de branchement. Pour recharger notre Smart, c'est très simple. Il suffit d'ouvrir la trappe du réservoir et d'appuyer sur un bouton. En dessous du clapet, on trouve une prise où on vient brancher notre câble. Par sécurité, il faut la clé de l'auto pour l'ôter. Le coffre peu profond mais haut est quant à lui conservé. À la conduite, on peut donc choisir de rouler avec le toit en toile ouvert ou fermé, parce que rouler en électrique ne rime pas forcément avec tristesse au volant de cette Smart. Là, c'est l'hiver, alors on roulera capote fermée. En l'absence de bruit du moteur, en dehors du sifflement caractéristique de cette motorisation, on entend les bruits de roulement, un peu, et les bruits aérodynamiques, beaucoup. Notons que le coupé est beaucoup plus silencieux. Avec ses 130 Nm de couple disponibles instantanément, notre Smart électrique passe de 0 à 60 km/h en 4 secondes 8. Cette vivacité, propre à la motorisation électrique, la rend particulièrement agréable en ville pour s'extirper d'un trafic chargé en silence. Il y a un cran au fond de la pédale d'accélérateur qui permet d'avoir plus de pêche, mais du coup moins d'autonomie puisqu'on consomme plus. Lorsqu'on relâche la pédale, elle récupère un peu d'énergie, mais visiblement pas beaucoup. Le frein moteur est d'ailleurs assez léger. Les pédales de l'accélérateur et du frein ont un ressenti assez ferme, tout comme les directions qui donnent l'impression d'être dans une petite auto très vive. Quoi qu'il en soit, une fois les spécificités de l'électrique assimilées, la conduite de notre Smart Electric Drive se révèle particulièrement agréable. Outre sa motorisation, où on adhère rapidement, on apprécie tout simplement d'être à bord d'une véritable Smart. En effet, on retrouve à bord les vides-poches, la climatisation tout en haut de la console centrale, l'audio et la navigation sur un écran tactile, le levier de vitesse automatique, les boutons de la capote électrique, ou encore les lève-vitres électriques un peu trop près pour les grands bras, comme sur une Smart lambda. La motorisation électrique ajoute quelques fonctionnalités spécifiques. Tout d'abord, au cœur du tableau de bord, on retrouve en bas
3 indications importantes. Sur la gauche, l'autonomie restante, ici 43 km. En dessous, notre performance peu brillante d'éco-conduite, 40%. Et sur la droite, l'énergie disponible. Ceci vient en complément des 2 cadrans sur la planche de bord qui nous donnent la charge restante de la batterie à gauche et la consommation électrique instantanée à droite, en charge comme en décharge. Une fonction qu'on ne voit pas est la préclimatisation qui chauffe l'habitacle lorsqu'on est en charge pour éviter de vider les batteries avec le chauffage à bord très consommateur d'énergie, car la principale crainte est l'autonomie. Smart annonce 145 km qu'on peut diviser par 2 pour être sûr, comme sur toutes les voitures électriques, ce qui laisse encore 70 km pour aller travailler par exemple. Le reste dépendra de votre conduite, d'où l'importance de l'indicateur d'éco-conduite qui n'est pas un gadget pour un usage quotidien. Selon l'installation électrique, il faudra compter entre 1 à 7 heures pour la recharger. Au final, qu'on opte pour le coupé plus silencieux à bord ou le cabriolet très agréable les jours ensoleillés, Smart propose avec cette Electric Drive une Smart comme une autre. Seule sa motorisation diffère et son usage par conséquent. Elle est même disponible en version Brabus avec 5 kW et 5 Nm de plus pour 6 900 € supplémentaires. Il ne reste donc qu'à choisir entre les motorisations proposées, essence, diesel ou électrique. Le coupé essence de 52 kW est disponible à 11 100 €, l'Electric Drive de 55 kW à partir de 24 250 €, sans LED de 7 000 €, soit un écart de 6 150 € une fois LED déduite. Ajoutez 2 950 € pour le cabriolet. On peut hésiter avec 2 véritables voitures pas forcément complètement comparables, mais tout de même à motorisation électrique, que sont la Renault Zoé et la Volkswagen e-Up. De notre côté, on aime bien la disponibilité du moteur, l'agrément de la Smart qui est conservé et le silence à faible allure. On aime un petit peu moins l'autonomie encore réduite, l'alerte qui est vraiment trop discrète lorsque la batterie est très faible et la visibilité latérale arrière qui est réduite, mais ça c'est sur toutes les Smart. On termine par la fiche technique de la Smart Electric Drive Cabrio. Elle est disponible à l'achat à partir de 27 200 € sans les aides ou 22 400 € et 65 € par mois pour la batterie qui est dans ce cas en location. Sa puissance est de 75 chevaux, en fait ça va de 35 à 55 kW en crête. Son couple maxi est de 130 Nm, ses émissions de CO2 sont donc nulles, sa masse est de 920 kg à vide, son volume de coffre va de 220 à 340 litres, son autonomie officielle est tout de même de 145 km, son temps de charge va de 1 à 7 heures selon le branchement que vous utilisez, et elle passe le 0 à 100 en 11 secondes 5. 2013 marque le retour sur le marché des motos de la marque Indian, une marque américaine née en 1901 à Springfield dans le Massachusetts. Si l'usine qui relance la marque est maintenant installée à Spirit Lake dans l'Iowa, les nouvelles Indian Chief 2014 s'inspirent abondamment du passé avec un nom emblématique, un style singulier avec notamment les fameux garde-boue enveloppants, les roues à rayons avec les pneus à flanc blanc et bien entendu un gros moteur bicylindre en V. Malgré le design résolument rétro de notre Indian Chief Vintage, sa conception est totalement nouvelle depuis le châssis jusqu'au tout nouveau V-Twin Thunderstroke de 111 cub-inch, soit 1811 cm3. La pièce maîtresse des 3 Indian lancées cette année est son bicylindre en V à refroidissement par air. Ses traits particulièrement soignés reprennent les ailettes et un dessin de culasse qui font référence au passé. On retrouve aussi les tiges poussoirs parallèles et les sorties d'échappement vers le bas, comme à l'origine, dans l'esprit tout au moins. La tête de l'Amérindien est présente de chaque côté du moteur, ainsi que la date de naissance de la marque, 1901. Sur la boîte à air, un gros 111 rappelle l'importante cylindrée de ce tout nouveau V-Twin. Le moteur qui équipe les Indian déjà est tout nouveau parce que par rapport au moteur Freedom 106 qui équipe nos Victory, il n'a absolument rien à voir. C'est un moteur en fait dont le maître mot de conception a été le couple. Dans sa conception, il fallait qu'il fasse 150 Nm de couple, il en fait 160.
C'est un moteur qui fait à peu près 90 chevaux, donc à une certaine puissance. Et en fait, très personnellement, c'est une des rares motos avec laquelle j'ai pu prendre un coin de rue en 3e. C'est la première fois que ça m'arrive, c'est-à-dire descendre à quasiment 750 tours et reprendre sans aucun coup et sans aucun bruit mécanique. C'est un moteur malgré tout moderne en termes de consommation, de pollution bien évidemment. Et surtout, c'est l'agrément. L'agrément de pilotage a été vraiment la conception et aussi l'esthétique bien sûr. La tête de l'Amérindien est bien entendu présente sur le garde-boue avant et s'illumine même lorsqu'on met le contact. On note tout le soin apporté à cette figure de proue qui fait partie des signes distinctifs de la marque américaine. S'il y a bien une caractéristique qu'on associe volontiers à l'Indian Chief, c'est ses garde-boue à jupe longue, à l'avant comme à l'arrière. L'imposant phare est encadré par 2 projecteurs et surplombé d'un grand pare-brise protecteur. À l'arrière, le feu à LED a une forme malgré tout assez classique, tout comme les clignotants. On note également tout le soin apporté à la finition, avec le guidon qui dissimule la quasi-totalité des câbles, les commandes chromées qui donnent accès au régulateur de vitesse, et à la sélection des informations sur l'écran de la console sur le réservoir, le logo et la tête de l'Amérindien, repris un peu partout, et bien entendu la sellerie entièrement en cuir. Celle-ci est très large pour un accueil ultra confortable du pilote, mais le passager n'est pas en reste et profite lui aussi d'une très agréable selle. 2 sacoches permettent d'emporter quelques affaires. L'ouverture n'est pas très grande et réclame de bien s'organiser pour les remplir convenablement. En revanche, on apprécie de pouvoir les ôter en un tour de main pour retrouver une ligne proche de la Chief classique en quelques secondes. Donc la Chief Vintage, en fait, c'est le concentré de ce qu'on peut comment se rappeler d'Indian, de tous les codes de la marque. Forcément le cuir, très épais, marron, les franges, le pare-brise, les jantes à rayons. Pour ceux que les franges dérangent, en fait, on peut tout à fait les enlever puisqu'en fait ils sont montés sur les scratchs, notamment sur la selle. Voilà, franchement c'est un espèce de concentré, un pare-brise également qui est amovible très facilement en quelques secondes. Et on va dire que c'est le cœur de la gamme. Et c'est vraiment la moto, sur ce salon notamment, qui est un petit peu la plus plébiscitée parce que en fait c'est même pas la peine de regarder la marque pour tout de suite comprendre que c'est une Indian. La singularité de notre Indian Chief Vintage se retrouve une fois en selle. Même si Indian appartient au groupe Polaris qui produit également les motos Victory, les 2 marques ne partagent ni le châssis, ni le moteur et encore moins la philosophie, même si toutes ces machines sont des customs. On retrouve néanmoins sur les Indian quelques points communs, comme une maniabilité et une stabilité en courbe remarquables. La suspension et l'imposante selle en cuir apportent un confort de premier ordre qui ne s'estompe pas sur un mauvais revêtement. Le moteur est capable de descendre assez bas dans les tours pour éviter de trop toucher à la boîte de vitesse et fait preuve d'une excellente vivacité avec ses presque 139 Nm de couple. Toujours assez souple, il n'est pas linéaire pour autant et sait donner un peu de voix lors de franches accélérations pour agrémenter le voyage. Encore plus vintage que les 2 autres Indian dans son traitement, cette Chief sait à la fois se montrer particulièrement véloce et réactive pour une conduite un peu dynamique, et onctueuse et convaincue pour cruiser sans faillir tout au long de la journée. Du haut de ses 112 ans d'histoire, la marque américaine nous propose un custom avec un agrément ultra moderne, notamment par la rigueur de sa partie cycle dans la catégorie et l'agrément de son V-twin. Exactement, donc la gamme Indian aujourd'hui s'articule autour de la gamme Chief. 3 produits, donc la Chief classique qui est une moto assez simple qui va reprendre bien sûr les codes de la marque avec les garde-boue enveloppants, les chromes, la selle en cuir bien sûr, un degré de finition très élevé. Au-dessus on va trouver la Chief Vintage qui elle va reprendre encore plus marqué, d'une façon plus marquée les codes de la marque. Quelques franges, le cuir marron un petit peu tanné et également un pare-brise et quelques chromes supplémentaires ainsi que les jantes à rayons. Et dans le top de gamme, on va trouver la Chieftain qui elle va prendre en fait c'est un nouveau concept, c'est un réel mélange entre les codes de la marque d'avant 1953 et quelque chose de très moderne
dont le design du tête de fourche a été inspiré des locomotives américaines des années 50, avec beaucoup de modernité dans l'équipement, notamment comme le Bluetooth, la pression des pneus, tableau de bord, etc. Et qui en fait représente une moto très GT, très grand tourisme, avec beaucoup de protection. Au final, pour son retour, Indian lance une gamme 2014 avec 3 modèles qui ont comme point commun le châssis, le moteur et de très nombreux accessoires. Ce qui change d'une machine à l'autre, c'est l'esprit qui l'accompagne, voire la fonctionnalité à l'usage. Notre Chief Vintage nous plonge dans le passé avec de nombreuses similitudes esthétiques avec la première Chief apparue dans les années 20. Là s'arrête la comparaison car ni le moteur Thunderstroke ni la partie cycle n'appartiennent au passé. Tout ceci est des plus modernes, tout comme l'équipement qui accompagne cette nouvelle gamme. Avec la nouvelle Chief Vintage, Indian propose donc une machine très néo dans sa conception et particulièrement rétro dans sa réalisation, un créneau où il n'y a finalement que peu de concurrence, surtout avec une telle qualité de finition et un tel soin apporté au détail. Elle est proposée à 25 399 € entre la Chief classique à 23 595 € et la Chieftain, un bagger, à 26 199 €. Notre Indian est tout de même à 3 909 € de plus qu'une Harley-Davidson Heritage Softail classique, sa plus proche concurrente. Voilà, alors en fait, notre réseau aujourd'hui de 26 concessionnaires Victory comporte 16 concessionnaires Indian, donc 16 concessionnaires qui travaillent les deux marques. Dans un premier temps, c'est un réseau qui est volontairement limité de manière à ce qu'on ait une excellente qualité de distribution. Pas trop non plus de pénurie dans les motos parce qu'aujourd'hui on a beaucoup de commandes sur les premières motos. Également les Indian donc, sont garantis 5 ans constructeurs, pièces et manœuvres. Comme les Victory maintenant, on est le premier constructeur aujourd'hui à garantir nos deux marques de motos 5 ans. Tout ça pour un esprit de tranquillité par rapport aux clients et également une maintenance, on va dire, pas forcément réduite, mais une maintenance espacée. Une révision tous les 8 à 10 000 km est simplement nécessaire sur nos motos. Elles ont été conçues dans un esprit total de fiabilité et de maintenance espacée. Hésiter avec la Harley-Davidson Heritage Softail classique à partir de 21 490 € ou pourquoi pas avec la Moto Guzzi California 1400 Touring à partir de 19 350 €. De notre côté, on aime bien le moteur à la fois joli et agréable, la qualité de finition et le confort une fois en selle. On aime un petit peu moins les sacoches peu logeables, les franges un petit peu too much mais elles sont sur velcro, on peut les enlever, et le sélecteur simple branche. On termine par la fiche technique de l'Indian Chief Vintage, est disponible en décembre 2013 à partir de 25 399 €. Sa puissance est non communiquée comme souvent sur les customs, son couple est de 138,9 Nm à 7300 tours par minute, son frein avant est composé de 2 disques étriés 4 pistons, frein arrière 1 disque étrié 2 pistons, un pneu avant de 130/90 en 16 pouces, un pneu arrière 180/65 en 16 pouces également, une hauteur de selle de 737 mm, un poids de 379 kg avec les pleins et un réservoir de 20,8 litres. En 2007, Nissan crée l'événement en lançant son Qashqai, un nom étonnant pour une auto qui ne l'était pas moins, le premier crossover. Lorsque la marque a présenté sa nouveauté il y a 6 ans, tout le monde semblait un peu dubitatif. Mais le marché prouva que c'était un véhicule qui manquait au regard du succès commercial qui l'attendait. 2 millions d'exemplaires plus tard, celui qui créa le terme de crossover se voit entièrement renouvelé. Pour son nouveau Qashqai 2014, Nissan a d'abord travaillé sur le style. Plus long de presque 5 cm, il est aussi un peu plus bas pour offrir une ligne plus dynamique et plus proche d'une berline moderne que d'un SUV.
On remarque tout le soin apporté à l'avant avec des optiques plus effilées et une calandre sans doute un peu plus inclinée pour un ensemble esthétiquement plus incisif. Le logo Nissan est fièrement mis en avant sur une calandre encadrée d'imposants feux de jour. Le bouclier, d'un bon volume, dispose de grandes ouvertures longitudinales à sa base qui l'allègent un petit peu et les projecteurs sont cerclés de chrome pour une touche d'élégance. L'arrière gagne lui aussi en dynamisme avec un haillon nettement incliné et coiffé d'un grand béquet. Les feux sont à la fois agrandis et affinés. Ils sont même légèrement proéminents sur les épaules de l'auto pour renforcer la sensation d'être solidement posé sur la route. Les aspects pratiques ne sont pas oubliés pour autant. On remarque par exemple dans le coffre les diverses possibilités de rangement et d'agencement. Il est même possible de le compartimenter très simplement. Dans l'ensemble, le nouveau Qashqai n'est pas transfiguré, on va plus exactement dire qu'il se bonifie dans son design pour gagner en qualité perçue et s'affirme comme un véhicule technologique car l'équipement intérieur, que ce soit pour le confort ou pour la sécurité, est très nettement enrichi. Toute la gamme de motorisation est maintenant turbo-compressée, ça permet d'avoir un petit peu moins de cylindrée et donc de réduire les émissions de CO2. Le nouveau Qashqai repose enfin sur la nouvelle plateforme commune CMF de l'alliance Renault-Nissan. Voilà pour cette première mise en bouche. L'essai complet dans Terre d'Asphalte est prévu pour le mois de janvier. On vous en dira donc beaucoup plus à ce moment-là. Cette année, Bosch propose un tout nouveau système de contrôle de trajectoire pour deux roues. Lorsqu'on freine du frein avant, la moto se relève et dans le pire des cas, on peut même la coucher si on freine plus fort. Évidemment, c'est une situation d'urgence, ce n'est pas une conduite standard. Donc, pour limiter les risques, le système électronique prend la main et intervient sur les roues. Comment ça fonctionne? C'est assez simple. Vous avez un capteur d'angle qui mesure l'inclinaison de la moto dans le virage, plus l'ABS et les capteurs de vitesse pour les roues avant et les roues arrière. Lorsqu'on prend le frein avant, on récupère des informations de l'avant et l'arrière, la force exercée n'est pas la même, et le système se charge d'intervenir pour la répartir équitablement, ce qui évitera à la moto de se redresser ou, si on freine très fort, de la coucher. Comme ça, on reste sur sa trajectoire et on évite tout simplement un accident. Et voilà, c'est terminé pour ce 19e numéro de Terre d'Asphalte. On se retrouve sur la même chaîne à la même heure le 3 janvier avec les meilleurs essais auto et moto de cette première partie de la deuxième saison de votre émission Terre d'Asphalte. D'ici là, on vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d'année. Bonne route à tous et à bientôt!